Bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Moi je voudrais, alors je ne connais pas du tout votre communauté de mathématiciens, je ne suis pas mathématicien ni informaticien moi-même. Et je suis venu aux données de la recherche assez récemment. Je suis donc Bernard Sempité, je travaille à l'INIST, qui est une unité de service du CNRS, et j'encadre une petite équipe de 8 personnes chargées de la valorisation des données de recherche. Voilà, je voulais remercier déjà tous les organisateurs pour l'accueil. Et puis c'est quand même très sympa de venir dans ce cadre qui est quand même absolument magnifique. Je vais essayer d'en profiter un petit peu. Voilà, on va reprendre, je vais compléter, je ne vais pas du tout reprendre ce que dit Julie et on fera comme on a fait tout à l'heure une intervention à deux voix. Bien entendu, si Julie a des compléments à apporter, qu'elle le fasse. De votre côté, si vous avez des questions, des interrogations, des remarques à faire, n'hésitez pas à m'interrompre dans la mesure du possible. Je sais qu'on est très contraint par le temps, qu'il faut avoir terminé. Je compte sur l'efficacité de Philippe pour me dire à 12h10, il me reste 10 minutes, puisqu'à 12h25, 12h30, il faut être à table servi, sinon ça ne va pas du tout. Donc on essaiera de respecter ce cadre. J'ai quand même 73 diapos à vous montrer, donc on va aller assez vite. Donc si vous voulez bien, on va sur cette base-là, on va commencer. Moi, je vais vous parler de l'offre de service de l'INIST que l'INIST met à disposition. L'INIST, vous connaissez, je vais présenter ça en 15 secondes. L'INIST, c'est... je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, ça va. L'INIST, c'est donc cet organisme du CNRS qui était les producteurs qui était à la fois producteur des bases Pascal et Francis, et puis fournisseur de documents primaires. Au cours de nos dernières années, un certain nombre de restructurations ont été opérées. Nous ne produisons plus du tout de fourniture de documents primaires. Ça, c'est quelque chose qui est terminé. Et puis, les deux bases, Pascal et Francis, ont été arrêtées pour un certain nombre de raisons stratégiques. Il a fallu se reconvertir, alors professionnellement déjà, et puis sur des nouveaux métiers, des choses qui étaient émergents il y a encore quelques années. Et au départ, en même temps que les bases Pascal et Francis, ont été mises en place une cellule dédiée aux données de la recherche, à la gestion des données de la recherche, à la gestion et valorisation des données de la recherche. Et cette cellule s'est transformée en équipe qui s'étoffe. Et voilà, donc maintenant nous sommes 8-9 personnes dédiées à la gestion et à la valorisation des données de la recherche, mais pas que, puisque une partie du service formation, qui est un autre service, s'occupe aussi beaucoup de valorisation de données de recherche. Et donc j'aurai l'occasion à la fin de cette présentation de vous parler de Doranum. Doranum qui est, bon, on reviendra dessus, pour lequel je ne suis pas du tout spécialiste, puisque c'est pas moi qui l'ai mis en place, mais je vous présenterai, j'essaierai de vous présenter dans la mesure du possible toute l'expérience d'Oranum, le contexte dans lequel ça s'est positionné. Alors, Julie en a parlé tout à l'heure, on va certainement revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Sur ce schéma, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, alors évidemment il n'y a pas tout, puisqu'on ne pouvait pas tout mettre, voilà, on a fait des choix. Ce schéma, il est intéressant parce qu'il montre bien la différence entre deux mouvements, l'open data d'un côté, l'open access de l'autre. L'open data qui commence en 78 avec la loi CADA, la loi sur l'accès aux documents administratifs,
administratif, pardon. Et puis, bon, ensuite, un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui jalonne je vois ici la directive Inspire, la loi Walter en 2015. Et puis le deuxième mouvement, c'est le mouvement d'open access. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est le principe de Bermude hein, sur le génome humain. Les différentes initiatives et déclarations, Budapest, Berlin, OCDE. Moi, je note quand même en 2013 le pilote H2020, je vais revenir dessus, et les choses se rejoignent d'une certaine façon pour former l'Open Research Data. Les choses, pardon, je vais essayer de ne pas bafouiller, les choses se rejoignent en 2016 avec la loi pour une république numérique. Je vais revenir un tout petit peu sur le pilote H2020 en 2013, la Commission européenne décide que, voilà, en 2013, la Commission européenne décide que les projets qui seront financés sur fonds européens, et Dieu sait qu'il y a des projets et qu'il y a beaucoup d'argent pour financer la recherche européenne, il faudra mettre en place dans le cadre du pilote ORD, Open Research Data, il faudra mettre en place un DMP. La première étape, un DMP, Data Management Plan, un plan de gestion de données. Peut-être que certains en ont entendu parler, on reviendra un petit peu plus en détail, un peu plus loin sur la notion même de DMP. Entre 2013 et 2016, il y a une première étape. Et cette première étape consiste à dire, pour tous les projets financés par la Commission européenne, pour un certain nombre de thématiques scientifiques de ces projets financés par la Commission européenne, le DMP est obligatoire. Le DMP sera facultatif mais fortement incité pour les autres thématiques. Et puis, donc ça, il fallait répondre à ça. Ils ont proposé un modèle. Qui a été utilisé par les grandes agences européennes, voilà, et en particulier le DCC de nos amis britanniques. Ils ont décidé de mettre en place un système pour renseigner ces plans de gestion de données. Nous avons suivi, quand je dis nous, c'est nous en France, nous avons suivi ce schéma-là en disant mais on va installer en France une instance de ce DCC et dans un second temps on va faire notre propre instance, mais on reviendra dessus. À compter du 1er janvier 2017, le pilote a été étendu à toutes les thématiques scientifiques. Donc tous les projets de recherche qui sont financés sur fonds européens doivent faire l'objet d'un plan de gestion de données. Le DMP est obligatoire et le dépôt de données est en libre accès. Ou pas. Alors le ou pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ce ou pas? C'est ce que disait Julie tout à l'heure. C'est raison de sécurité, raison de, je ne sais plus ce que tu avais énoncé, voilà, propriété intellectuelle, embargo, etc., sécurité publique, voilà. Donc évidemment, le régime normal, c'est le DMP obligatoire, qui est un livrable dans le cadre des financements H2020. Et ce livrable, il est évolutif, c'est-à-dire que dans les 6 premiers mois, il doit y avoir un premier livrable de DMP et ensuite le DMP définitif. Voilà, le DMP est un document évolutif. On retrouve ce que disait Julie tout à l'heure, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Rares sont les projets, en tout cas à ma connaissance, hein, j'en avais discuté avec l'équipe de la délégation régionale de Nancy, qui me disait mais on a très peu de projets H2020 qui sont déposés.
Et c'est un vrai boost, c'est un vrai coup de boost pour les chercheurs quand ils arrivent à déposer un projet H2020, mais il y en a très très peu. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des chercheurs qui ont déposé des projets H2020, en tout cas les projets ont été acceptés, H2020, donc DMP obligatoire. En revanche, l'ANR a pris le pas là-dessus et s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose à notre tour, parce que Open Science, parce que on est dans l'ère du temps. Alors l'ANR, au cours de l'ANR Tour, c'est-à-dire là ce début d'automne, a fait l'annonce, et nous avions travaillé avec eux en amont. L'ANR a fait l'annonce du dépôt, comment vous dire, tous les projets qui seront déposés en 2019 sur projet ANR devront posséder un DMP. On reviendra tout à l'heure sur cette histoire de DMP. Oui ? C'est une obligation qui est dans la description générale du projet, ou est-ce que ça fait partie des formulaires nécessaires? Alors, la question, est-ce que c'est une obligation qui fait partie des formulaires ou c'est juste une recommandation générale ou juste une recommandation générale? C'est en réalité un petit peu les deux à la fois. C'est-à-dire que l'ANR a dit pour les projets qui seront déposés sur 2019, qui seront acceptés sur 2019, vous devrez faire un DMP. Et vous aurez le libre choix du modèle. On viendra sur la problématique du modèle. Donc la mise en place se fera à partir des projets 2019. Toutes les modalités. C'est en discussion actuellement dans le cadre justement du COSO dont parlait Julie tout à l'heure. Pour le moment, la difficulté, si vous voulez, la difficulté pour l'ANR, c'est d'imposer un modèle. Parce que les ANR, c'est toutes les disciplines scientifiques confondues, donc c'est très compliqué de trouver un modèle qui puisse, entre guillemets, coller aux différents modèles scientifiques. En biologie, en chimie, en médecine, en mathématiques et d'autres domaines scientifiques, c'est compliqué d'avoir un seul modèle. Donc il faut soit travailler sur un modèle extrêmement générique, ce qui n'est pas forcément souhaitable, soit travailler sur des modèles spécifiques. Voilà, ils sont en cours de réflexion actuellement. Ils n'imposent pas de modèle. Il y a suffisamment de modèles dans les différents systèmes qu'on utilise. Vous aurez, quand je dis vous, c'est vraiment vous, hein, vous aurez utilisé pour les projets ANR, non pas déposés mais retenus. Voilà. Plus de précision, vous les aurez sur le site de l'ANR, mais c'est des choses qui sont en cours. Ça c'est. Je vais volontairement être flou parce que je n'ai pas davantage d'informations. On est vraiment dans le in progress là. Hein. Donc la mise en place sur les projets 2019. Julie en a parlé tout à l'heure. Alors évidemment, on se répète un petit peu, mais on l'avait fait, on avait un peu préparé à quatre mains cette présentation, nos deux présentations. Si je reviens sur ce schéma, la suite des deux flèches et la convergence des deux flèches, c'est ça. C'est le plan national pour la science ouverte. Donc 4 juillet 2018, à Lille, la ministre de la Recherche fait l'annonce de ce plan national pour la science ouverte qui précise 3 choses. L'accès ouvert est obligatoire. Obligatoire. On est dans l'obligation cette fois-ci. Pour les publications et les données issues de recherche financée sur projet, la création d'un COSO, suite de BSN, donc les 10 segments de la BSN, je vous en parlais tout à l'heure, on a fait l'échange tout à l'heure, les 10 segments de la BSN sont regroupés en un seul COSO, avec différentes commissions, etc., différents groupes de travail, et puis quelque chose qui se décline sur 3 axes et 9 mesures.
Voilà, je vous les ai remis ici. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le point 4. Moi, je ne peux pas parler de publication, hein, je veux parler de données. Hein. Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de recherche issues de programmes financés par appel à projets sur fonds publics. Et toute l'annonce qui a été faite, je viens d'en parler dans le cadre de l'ANR, rentre complètement dans ce cadre. Bien entendu. Ensuite, bon, il y aura les points 5 et 6, c'est un peu la déclinaison de ce qui a été énoncé dans le point 4, mais voilà, c'est l'évolution des métiers, hein, et puis le point 6, créer les conditions et promouvoir l'adoption d'une politique de données ouvertes associée aux articles publiés par les chercheurs. Donc là, on est plutôt sur la problématique de publication. Mais le point 4 est vraiment le plus important. Je n'ai absolument pas l'ambition de vous faire une démarche exhaustive par rapport aux données de la recherche. Simplement peut-être un élément, mais plutôt des éléments mosaïques qui vont permettre de poser un certain nombre de jalons sur des choses que vous connaissez certainement déjà, en tout cas pour ça. Il y a un chercheur, informaticien américain, Jim Gray, disparu en mer en 2007, qui avait trouvé que la science c'était quatre moments importants. Moi j'aime bien ce découpage, j'aime bien ce schéma. Grosso modo, le premier paradigme de la science, c'est la science expérimentale. On regarde comment les choses se passent. C'est très globalement tout ce qui se passe, tous les grands scientifiques de l'Antiquité. Vous les avez largement pas tous ici. Le second paradigme, c'est la science théorique. Et là, on est complètement dans l'esprit des Lumières, l'esprit du XVIIIe siècle, avec Newton. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse pour quelqu'un que j'ai une affection particulière. Vous connaissez certainement une toute petite parenthèse histoire des sciences, c'est Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet, c'est cette aristocrate complètement issue de la France des Lumières. Elle est aristocrate, philosophe, maîtresse de Voltaire, passionnée de dentelle et d'opéra, et aussi traductrice de Newton, au demeurant. Alors, c'est pas juste traductrice de, je prends un texte et puis je le copie. Newton écrit ses principes philosophiques en latin, et complètement dans l'esprit des Lumières. Émilie du Châtelet, qui était une Lorraine d'ailleurs, c'est pour ça que je la connais un petit peu mieux, Émilie du Châtelet prend Newton, passionnée de physique, et traduit Newton en français, langue vulgaire à l'époque, bien entendu. Pardon, c'est aussi la théorie sur la dilatation des corps. Dans les années, à partir des années 50-60, troisième paradigme de la science computationnelle. Donc là, on est des choses que vous connaissez certainement infiniment mieux que moi, hein, la construction de modèles mathématiques, des traitements automatisés, simulation de phénomènes complexes. Et depuis, allez, on va dire 10-15 ans peut-être, 15 ans maxi, on est dans ce quatrième paradigme de la science, on est dans la science des données. On est dans la science des données avec ce déluge absolument phénoménal de données, ce qu'on appelle le big data. Tout à l'heure, là, à la pause café, il y a une affiche sur le big data, ça m'a fait rire, j'ai pas eu le temps de lire, je regarderai tout à l'heure. Et là, on est dans un nouveau paradigme de la science avec une science qui est partagée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne produit plus on continue de produire de la science, mais on est capable aussi de fabriquer de la science à partir des données qui ont été produites par d'autres. Ça, c'est tout à fait intéressant. On est vraiment dans cette science des données. On parle de métadonnées, de données sur la donnée. Et au fond, ça aussi, ça sert à servir la science. C'est pas un mouvement de mode. C'est pas du tout un mouvement de mode. C'est vraiment une lame de fond. C'est quoi la science du XXIe siècle? Elle est plus. Alors je vais aller rapidement parce que elle est plus numérique. Elle est collaborative. Elle est plus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, vous aurez de toute façon les diapos. Voilà. Les nouvelles pratiques de la science, c'est une science interdisciplinaire. C'est une science plus réactive. C'est une science.
Julie en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. C'est une science citoyenne vers les citoyens, c'est une science partagée. Pourquoi ? Parce que le protocole expérimental doit être reproductible, bien entendu, parce que les citoyens ont besoin, envie, il y a une nécessité, il y a des questions qui se posent, il y a les grandes problématiques auxquelles la science va être confrontée sur le 21e siècle, c'est les problèmes de société, les problèmes de climat, c'est les problèmes de population, c'est toutes ces problématiques dont on en entend parler tous les jours dans nos radios, à la télévision. Et effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas, on ne peut plus faire de la science comme ça, un petit peu théorique. Alors, il faut du théorique, hein, bien entendu, mais il faut aussi une science ouverte aux citoyens, une science partagée, ce qui permet de contrôler aussi, de conforter et de contrôler les résultats, de permettre de confronter les résultats de façon à avoir, de façon à rendre disponibles les données. Voilà, on a bien vu ces dernières années, on a des données on a des données résultats qui sont remis en question. Et ben, à partir du moment où les données sont ouvertes, on peut très bien remettre en question, mais allez donc voir les données. Voilà. Alors maintenant, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Hein. Il y a quelque temps, j'assistais à un colloque où j'intervenais moi-même, et il y a eu un échange entre des chimistes qui disaient qu'ils avaient essayé de reprendre les données sources et les données résultats, les données sources, donc point de départ et point d'arrivée, et reprendre tout le protocole expérimental qui avait été fait pour essayer de reproduire. Ils n'y arrivaient pas. Et il y avait deux communautés de chercheurs. Alors je ne sais plus si c'était au départ, je ne me rappelle plus précisément, hein, si c'était au départ des chercheurs allemands qui avaient essayé de reproduire des travaux de chercheurs américains ou l'inverse, peu importe. Simplement, même données, et les résultats n'arrivaient pas à obtenir le même résultat. Et en fait, il s'était rendu compte, après pas mal de sueur, que le protocole n'était pas tout à fait le même. Alors effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut non seulement mettre en place les moyens de mettre à disposition les données sources et les données résultats, mais de façon aussi très fine les protocoles. Parce que si on n'a pas les protocoles, si on n'a que les données sources et que les données résultats, ma foi, ça va être très difficile. Alors, autre élément, effectivement, bon, c'est l'accroissement de la production scientifique et aussi du nombre de chercheurs. Nous sommes dans des sociétés où le nombre de chercheurs progresse et la production scientifique progresse également. C'est un peu ce big data. Alors, en face de ça, on a des réponses, c'est l'open science, c'est l'e-science, la science.2, c'est l'open research. Je vous parlerai pas de big data parce que je pense que vous savez de quoi il s'agit. Ce qui est important, c'est pas tant le big data. Hein. Dans les publications maintenant, on parle de long tail of data. Cette long tail of data, c'est les petites, et quand je dis petit, c'est pas péjoratif, bien entendu, bien au contraire. C'est la long tail of data, c'est les données qui sont produites par les centres de recherche. Et ces données, c'est ça qui va faire le réservoir de données réutilisables par les chercheurs. Beaucoup plus certainement que le big data. Des données qui sont partagées, bien entendu, avec les FAIR Principles dont tu as parlé tout à l'heure. On reviendra un tout petit peu en détail dessus. Le cycle de vie des données. Je vois la pendule avancer et ça me fait peur. Cycle de vie des données. Vous avez dans les processus de recherche ce que je viens de dénoncer, c'est-à-dire qu'effectivement les données doivent être réutilisables. On va en reparler. Hein, c'est un tout. On a un processus d'utilisation des données, de la création à la publication et à la réutilisation ultérieure. Alors,
je ne vais pas revenir dessus, c'est des choses que vous avez auxquelles vous avez facilement accès. Il y a différents modes de représentation, mais on va avoir un certain nombre de constantes. La création, la collecte, on est tout en haut, hein, concevoir, planifier, financer. Vous avez ce schéma. Alors, c'est des schémas qui sont souvent représentés de façon circulaire. J'en ai vu représentés de façon linéaire. Bon, je trouve qu'un cycle qui est représenté de façon linéaire, moi, ça me pose un peu un problème, mais je dois avoir un problème de géométrie, certainement. Là, je vous ai mis à droite un cycle de vie des données de recherche qui nous vient de l'université de Sydney. Voilà, donc vous avez plusieurs modes de représentation, vous avez un certain nombre de choses qui sont constantes. La création, le traitement, l'analyse, et vous, informaticien, hein, et mathématicien, vous intervenez à pas mal d'éléments de ce cycle de vie. Hein. Ce cycle de vie, vous allez le... Voilà. Donc l'analyse, la conservation, l'accès et la réutilisation. Combien de données ne sont pas réutilisables? Les plus pessimistes parlent de 80%. Pourquoi elles ne sont pas réutilisables? Parce que les données ne sont pas ou mal renseignées, parce que j'ai mes données sur mon ordinateur ou pire encore sur ma clé USB. J'ai mes données sur le serveur de mon université ou de mon centre de recherche et elles sont mal documentées, elles ne sont pas accessibles. Je mets volontairement de côté la non-accessibilité des données volontaires, hein, c'est-à-dire par rapport aux prescriptions que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, et effectivement, pour que ces données soient librement accessibles, on va être obligé de regarder de très près ces principes FAIR, facile à trouver, findable, accessible, interopérable et réutilisable. L'idée, c'est de décrire les données le mieux possible, décrire le processus le mieux possible. C'est une bonne pratique, de façon à pouvoir rendre les données réutilisables par d'autres. Alors, je sais bien, c'est pas toujours simple. Faire, non, c'est pas qu'un slogan. Bien entendu, non, c'est pas qu'un slogan. Faire, ça a été énoncé par un groupe professionnel qui s'appelle Force11. Je vous ai mis sur la diapo suivante l'URL des FAIR Principles par Force11. C'est un principe et un ensemble de règles de bonnes pratiques. Tout est là, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Ce n'est pas mes données pour moi tout seul, c'est les données, je les partage. Je les partage aussi, pourquoi? Parce que ces données ont été produites avec des crédits qui viennent de mes impôts, de nos impôts à tous, et c'est complètement normal que ça puisse être réutilisé par d'autres. Je parlais du 4e paradigme, mais en fait c'est un changement de mentalité effectivement, et nous sommes tout à l'heure, on en discutait tout à l'heure, on est dans cette période de transition de moi je fais ma science tout seul à une science complètement ouverte. Bon, je vais pas revenir sur le descriptif de ces données FAIR, ou juste quelques éléments, mais là vous retrouverez ça dans la diapo. Voilà, alors de quoi il s'agit? Voilà, hein, Force11 a défini 4 niveaux de réutilisabilité, de comment rendre les données FAIR, FAIRification, le GoFAIR. Alors évidemment, les données, vous les avez là, les données ne sont pas FAIR ou pas FAIR. Il y a une progressivité dans tout ça. Les données, elles ne vont pas être FAIR du jour au lendemain. Elles seront FAIR si vous voulez bien qu'elles le soient, et c'est quelque chose qu'il faut, dans cette bonne pratique, que vous allez devoir mettre en place. Alors que je dis vous, c'est vous, quand je dis vous, c'est vous et nous, et voilà, moi, vous êtes un groupe d'informaticiens, en lien avec des chercheurs en mathématiques, si je ne m'abuse. Hein. Si ce n'est pas le cas, je n'ai rien à faire ici. Hein. Et voilà. Je crois personnellement très très fermement à ce triangle magique. Alors, je suis un
petit peu scientifique, enfin normalement il paraît, mais je crois à ce triangle magique, informaticien, chercheur, professionnel de l'IST. Quand les trois travaillent ensemble, ça marche formidablement bien, vraiment. Les données ne sont pas faire ou pas faire. Je vous ai mis là la référence. Une donnée avec des métadonnées pas ou peu renseignées, pas renseignées, les données avec une provenance non définie, les éléments de données, etc. Pas d'identifiant pérenne, sous ce que vous avez en haut à gauche, ça c'est pas faire du tout. Et quand je disais qu'il y avait une progression, une progressivité dans la vérification des données, on va aller de la solution A à la solution B. Si vous avez déjà un identifiant pérenne, elles seront déjà trouvables, vous allez pouvoir les trouver, etc. Donc là, je ne vais pas revenir sur le détail. Si vous avez des métadonnées, solution C, vous allez, etc., pouvoir mieux les retrouver, etc. Et puis, alors là, c'est parfait quand on est dans la solution F, c'est-à-dire vous avez des métadonnées, vous avez un PID, vous avez une provenance et les données sont parfaitement documentées. C'est une culture, c'est un changement. C'est un changement. Je parlais tout à l'heure de changement de paradigme. On est effectivement dans une culture de changement, dans un nouveau paradigme. C'est mes données, les tiennes et moi. Vous avez tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Les meilleurs comme les pires. Je veux bien utiliser les données des autres, mais surtout, je ne veux pas qu'on utilise les miennes. Alors ça, moi, ça me fait sourire. On n'est pas du tout dans cette logique-là, dans l'open. On est dans la logique de je récupère le travail des autres, et puis voilà. Mais ça, c'est dommage. C'est dommage, mais malheureusement, heureusement plutôt, pardon, ça n'est plus du tout l'ère du temps. L'ère du temps n'est plus du tout à ça. Alors, cette culture du partage des données, c'est quelque chose en progression constante. C'est des pratiques professionnelles qui évoluent. Et puis, on en parlait tout à l'heure, bottom-up, top-down, c'est à la fois des infrastructures, des institutions qui mettent en place des choses, et puis c'est à la fois des initiatives qui sont des initiatives comme RDA, comme Liber, comme le DCC, comme ce qu'a mis en place le DCC de nos amis presque plus dans l'Europe britannique, de nos amis britanniques, pardon, presque plus dans l'Europe, et je le regrette bien. C'est les initiatives comme RDA, donc là c'est vraiment, on prend les problèmes, on regarde les problèmes, il y a une commission qui travaille dessus, qui propose des solutions, et puis c'est l'ouverture hier ou aujourd'hui. Hier, c'était l'ouverture hier de ce projet dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, projet de RDA France. Je ne sais pas, parmi vous, est-ce qu'il y a certains qui sont inscrits à RDA? C'est gratuit, hein? Bon, eh ben, donc je ne peux que vous recommander de vous inscrire. Alors désormais, vous pouvez vous inscrire à RDA France. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous êtes au cœur des problématiques scientifiques et là, c'est des remontées moi j'ai un tel problème, on l'expose dans le groupe de travail de RDA France. Comme on le faisait dans RDA, et on on discute ensemble et on essaye de trouver des solutions. Ça, c'est drôlement intéressant. Comment vous dire, il n'y aura pas de nouvelles politiques de données, de valorisation de données de recherche, s'il n'y a pas cette convergence entre les infrastructures et ce qui vient de la base. Moi, je crois fermement à ce double phénomène convergent d'infrastructures qui mettent en place des solutions et puis de la base qui fait remonter, de la base, je veux dire des chercheurs, des spécialistes de l'IST, de vous, informaticiens en contact avec les chercheurs, qui viennent dire, mais voilà, moi j'ai besoin de ça. Et les choses ne peuvent fonctionner que s'il y a convergence entre l'un et l'autre. On a des politiques d'organismes,
l'INRA, très clairement, a mis en place une politique très très volontariste d'ouverture complètement des données de recherche, complètement tournée vers l'open science, l'IRSTEA également. On a des politiques d'infrastructure également, et puis on a des choses qui nous sont poussées par les financeurs. Alors là, c'est vraiment des obligations. Alors on a cette obligation de financement, pas de DMP, pas d'argent. Pas de financement. C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Alors évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a des prescriptions particulières qui permettent de fermer l'accès aux données. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je vais passer, je pense que le temps passe très vite, donc je vais passer sur... J'aurais voulu prendre l'appel d'Amsterdam comme exemple. L'appel d'Amsterdam de 2016. Donc, en 2016, le groupe se réunit à Amsterdam et puis on dit, bon, il faut quitter une situation de blocage, changer les processus d'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, modifier les règles de propriété intellectuelle, faciliter le TDM dont les données issues de ce TDM sont considérées comme des données de recherche, changer les modèles économiques de diffusion de la science, changer les modèles économiques de diffusion de la science, c'est fondamental, c'est fondamental. Alors évidemment, hein, ça se fait, comme je disais à l'instant, ça se fait dans les deux sens. Hein. Promouvoir les politiques de sciences ouvertes, hein, vous avez le développer les infrastructures de recherche avec des principes de partage, de mutualisation. Je ne sais pas du tout comment fonctionne votre réseau de mathématiciens, j'aurais dû m'en inquiéter un petit peu plus à l'avance, mais voilà. Je ne sais pas si vous mutualisez dans vos pratiques professionnelles, je ne sais pas si vous mutualisez les résultats. Mais je le souhaite, et en tout cas, je l'appelle vraiment de mes voeux. Impliquer les acteurs de la recherche que vous êtes, que nous sommes, que je suis, les chercheurs, les personnels d'accompagnement, et puis former encore et toujours. Vous pourrez retrouver ça, alors je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais c'est Amsterdam Call for Action on Open Science. Peut-être un mot pour terminer sur la RDA, on en a parlé, on en a parlé tout à l'heure, j'insiste un peu dessus, mais c'est très important cette RDA, Research Data Alliance. Création 2013, donc c'est un consortium par le gouvernement australien, la communauté européenne et puis la NSF et la NIST aux États-Unis. 6000 membres, 120 pays représentés, 80 groupes de travail. Et c'est vraiment très intéressant. Le lancement, comme je disais, a été fait tout récemment. Je ne peux que vous recommander, pour votre culture professionnelle, d'aller sur RDA France et vous pourrez suivre en plus de ça l'ouverture officielle qui a été faite dans le cadre, c'est en ce moment, de ces Journées nationales pour la science ouverte. Dans ce cadre-là, dans les nouvelles missions que l'INIST a eues et a encore, nous avons été missionnés dans plusieurs thématiques de la bibliothèque scientifique numérique et notamment dans le 10e segment de la BSN. Et dans ce 10e segment, notre mission a été de mettre en place des outils et des services disponibles gratuitement, ou presque, j'en reparlerai tout à l'heure. Mise en place, il me reste 30 minutes, bon ça va aller. Voilà. L'idée, c'était de sortir un petit peu de ce cadre. Nous travaillons pour le CNRS en disant nous travaillons pour l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche. C'était important parce qu'effectivement, il y avait un peu hiatus entre université et recherche, enfin recherche CNRS et recherche à l'université. Et voilà, donc on a mis en place un projet sous la forme deux choses, un portail Opidor, alors Opidor pour optimisation du partage et l'interopérabilité des données de la recherche,
Quid de ce portail? Alors, c'est un accès à des outils et à des services. C'est le point central d'accès à des services. Il est mis en place et hébergé par l'INIST. Et quand je dis mis en place et hébergé, c'est-à-dire que les données, tout ce qui est produit, tout ce qui est fait, est stocké sur les serveurs de l'INIST. Ça ne va pas se balader. Ça ne va pas se balader sur des serveurs internationaux, parce qu'il peut y avoir aussi des données confidentielles. Hein. Les DMP, par exemple, sont stockés chez nous. Ça ne va pas se balader. J'ai discuté avec... je suis intervenu au mois de juin à l'école doctorale de Strasbourg, avec des jeunes futurs chercheurs. Ça fait plaisir. Hein. Je leur dis, mais vous faites des descriptions de vos projets de recherche, vous faites des descriptions de données. Ah oui, bien sûr. Zut, pardon. Ah oui, bien sûr. Et vos descriptions de recherche, vous les faites sur quoi? Oh, bah, sur Google Docs. Ça vous gêne pas? Bah, non. Je trouve que c'est mignon. Je trouve que c'est très mignon. C'est malheureusement très naïf. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Est-ce qu'on peut leur reprocher de le faire? Qu'est-ce qu'on a mis en place comme outil pour pouvoir le faire? Alors je dis, mais vous savez où c'est hébergé? Vous savez que ça peut être réutilisé? On ne sait pas ce que ça devient. Hein. Tout ce qui est Docs, tout ce qui est Google Docs, on ne sait pas ce que ça devient. Alors Framasoft, c'est peut-être un petit peu plus sécurisé, quoique, mettez pas des secrets d'État sur Framasoft ou Google Docs, là c'est pas la peine. Hein. Je pense qu'on le sait tous très bien, même si je reconnais, moi je l'ai utilisé aussi, c'est extrêmement pratique. Alors, mais en fait, si vous voulez, si je fais une parenthèse là-dessus, c'est parce que il nous a toujours semblé, nous, très intéressant de faire en sorte que de répondre à cette demande qui était, mais on veut que ce soit hébergé en France, hébergé sur des serveurs sécurisés. Alors nous, c'est sécurisé. Tous les documents, tous les DMP en l'occurrence, hein, sont hébergés chez nous. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent les services de l'INIST. Une autre dimension, c'était la mise à disposition pour l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de recherche. On n'a pas dit, nous on est payé par le CNRS, donc c'est que pour le CNRS. Non, c'est aussi pour l'université, c'est pour tous ceux qui en veulent. Et puis c'est quelque chose qui est gratuit, en tout cas les 3 services qui sont dans le portail Opidor, 2 sont parfaitement gratuits, le 3e c'est un tout petit peu à part, mais vous verrez c'est pas ruineux non plus. Alors c'est pas gratuit au sens GAFA, c'est pas gratuit parce que c'est vous le produit, c'est gratuit parce que c'est un service mis en place par l'ESR, pour l'ESR, dans le cadre de la BSN 10. C'est évolutif parce qu'effectivement, c'est des choses. Les données de la recherche, c'est très récent, c'est très récent, pas comme domaine, mais je cherche le mot comme problématique scientifique. C'est très récent. Et puis, très concrètement, ça a ouvert en octobre 2017. Donc, vous l'avez là, l'URL d'Opidor. Opidor. Voilà, à quoi ça ressemble? Bon, on est en train de modifier l'interface, donc d'ici quelques mois, peut-être un an, on aura une autre interface, mais on aura toujours ces 3 services. Là où j'en suis, je me dis, mais est-ce que vous connaissez Opidor? Qui connaît Opidor? 1, 2, 3. N'ayez pas peur, ça ne mord pas. Bon, les autres, vous pouvez sortir. Voilà, Opidor, c'est actuellement 3 services. Voilà à quoi ça ressemble. Opidor, c'est DMP Opidor, c'est CAT Opidor et c'est DataSite. DMP Opidor, c'est un outil qui permet de planifier. DMP Opidor, c'est un service d'accompagnement des chercheurs et de leurs partenaires, vous, moi. Hein. Je parlais tout à l'heure de DMP, on reviendra, voilà, plan de gestion de données en français, comme élément clé d'une bonne gestion. Alors évidemment, il y a H2020 avec l'ORD et désormais l'ANR, mais ce qui n'empêche que dans les projets financés en dehors de ces 2 gros financeurs,
que sont l'Europe et l'ANR, vous pouvez tout à fait définir des plans de gestion de données. C'est-à-dire que, en dehors de ce caractère obligatoire, prescripteur, vous pouvez tout à fait dire, voilà, moi, mon plan de gestion de données, je fais comme ça. C'est-à-dire que vous allez, vous, informaticien, travailler avec le chercheur, avec le spécialiste de l'IST pour dire, voilà, là, on a un projet, on va le détailler, on part de ça et on arrive là. C'est-à-dire, on va jusqu'à, si vous reprenez le cycle de vie des données, on va aller jusqu'à l'archivage. Où est-ce que j'archive? Combien ça coûte? Combien ça va me coûter? Et à partir du moment où vous allez poser comme ça un certain nombre d'éléments de données, attention, ce sont des éléments descriptifs. Hein, un DMP n'est pas un élément de stockage, hein, c'est un élément descriptif. C'est un plan de vol, quoi. Hein, c'est un plan de vol, c'est exactement ça. Vous allez dire, je pars de ça, les données, je vais chercher là, je vais les stocker comme ça, les fichiers, ils vont être nommés comme ça, parce qu'ils seront rangés de telle façon, ils seront hébergés à tel endroit et ils seront archivés à tel endroit. Et c'est intéressant parce que ça permet de savoir aussi où on va d'un point de vue coût. D'octobre, là, je suis intervenu à Aix, dans le cadre des journées INSHS, et une documentaliste me disait « Ah oui, mais moi j'ai des données d'un chercheur, je voudrais les archiver et j'ai pas d'argent pour le faire. » Je dis « Très bien, et vous faites comment ?» Eh bien, je ne sais pas. Et en fait, alors évidemment, pour cette question-là, très précisément, moi, je n'avais pas de réponse, à part dire, bah, écoutez, demander un financement spécifique. Mais j'ai dit, pour un autre projet, si vous avez la possibilité de faire un DMP, vous allez pouvoir envisager un financement dans le cadre du projet. Vous allez dire, bah, voilà, le CINES, ça coûte tant. L'archivage au CINES, ça coûte tant. Et donc vous mettez ça dans votre projet, et donc l'archivage, le coût de l'archivage est déjà anticipé dans le projet. Je précise bien que le DMP n'est pas l'endroit où vous allez archiver ou stocker les données. C'est bien l'endroit où vous allez décrire la problématique du projet. Deuxième élément, c'est Catopidor. Catopidor, donc un catalogue qui permet d'identifier des services dédiés aux données de la recherche. Je reviendrai un tout petit peu après, s'il me reste un petit peu de temps. Et puis le troisième service, c'est un service d'identification, par DataCite. Alors, je pense que j'ai à peu près déjà dit tout ça. Vous avez des questions peut-être, non ? On continue. DMP, donc pour optimisation du partage d'interopérabilité des données de la recherche, donc document évolutif qui décrit la collecte, traitement, documentation, stockage, archivage, partage des données pendant et après un projet de recherche. Voilà un élément clé à mettre en œuvre dès le début d'un projet de recherche. C'est une bonne pratique. Vous avez deux types d'interfaces, une interface utilisateur et éventuellement donc avec création, partage et export, on va revenir un petit peu plus dans le détail, et une interface administrateur, accès restreint. J'ai travaillé avec des collègues de Lille où quelqu'un qui travaille avec l'école doctorale a demandé un espace administrateur pour travailler avec les étudiants du collège doctoral. Ça c'est intéressant parce que lui est administrateur et apprend à ses jeunes collègues, à ces futurs chercheurs, hein, ils ont 25 ans TVA incluse, hein, à ces jeunes chercheurs à utiliser des outils de gestion et des outils de bonne gestion. Vous pouvez rajouter des modèles, vous pouvez rajouter des recommandations, des exemples de réponses par défaut, etc. Bon, l'outil, donc, il a ouvert en 2016, alors ça... Il est hébergé et géré, mais ça j'en ai parlé à l'instant, ça permet d'avoir les données, le descriptif des données, du projet de recherche sur les serveurs de l'INIS, ça ne va pas se balader n'importe où, c'est sécurisé. Et puis au départ, on a installé, ce que je vous disais tout à l'heure, on a installé en France l'instance du TCC. Et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets internationaux et qui étaient drôlement intéressants. Et aujourd'hui, on est sur DMP Roadmap.
donc en partenariat avec l'U3C, l'Université de Californie, le DCC, nos amis britanniques et l'INIST. Et puis, on a fait en sorte que ce soit un outil qui soit adapté à la communauté scientifique française. Alors, pour le moment, à terme, ce sera tout en français, mais en même temps, les projets de recherche sont souvent déposés en anglais. Donc, vous avez un mélange de français et d'anglais. Je reconnais que c'est... Alors, c'est pas charabia, mais c'est un peu... Bon, de toute façon, aujourd'hui, la langue de communication internationale, en particulier dans le monde scientifique, bien entendu, c'est l'anglais, ça doit poser de problème à personne. L'outil, c'est un outil intuitif et collaboratif. Il est pédagogique et il est personnalisable. Bon. Autour de cet outil, il y a un programme d'accompagnement personnalisé. Donc, il y a toute une équipe qui travaille et qui est prête à répondre, à des questions. L'élaboration de modèles. Donc là, si vous avez besoin d'informations sur l'élaboration de modèles, on répond à vos questions. On tend à appliquer les principes FAIR, métadonnées et aux données, de façon à ce que les données soient le plus as fair as possible. Et puis, on peut vous apporter, je reviendrai tout à l'heure dessus, de l'aide au dépôt de données dans des entrepôts. Je reviendrai tout à l'heure dessus parce que c'est vraiment notre actualité la plus brûlante actuellement. Et puis, bon, des modèles de DMP adaptés qui peuvent être ajoutés. Alors, pour synthétiser tout ça, bonne raison d'utiliser DMP Opidor, c'est parce que c'est chic et pas cher? Non, pas du tout. C'est parce que c'est libre et ouvert à la communauté de l'ESR. Ça intervient en appui pour répondre aux exigences d'H2020 et de l'ANR, même si H2020 a des modèles et l'ANR, pour le moment, n'en a pas encore. Les serveurs sont localisés en France, j'en ai parlé, c'est sécurisant. Sécurité, intégrité, confidentialité des DMP garantis. On est dans le cas de projets de recherche. Il ne s'agit pas non plus d'aller se faire piquer le projet de recherche par quelqu'un qui va faire de l'espionnage industriel. Hein. Il faut être ni dans la paranoïa ni dans la naïveté dans cette histoire-là. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un peu aussi une guerre scientifique. Hein. Adaptation aux besoins de la communauté scientifique française, donc par les modèles, et puis c'est un outil open source, donc on est complètement dans la logique de l'open, développé par une communauté internationale, et bien sûr c'est quelque chose d'évolutif. Si vous avez besoin d'accéder directement, c'est ça, dmp.opidor.fr, et je ne peux que vous recommander. Actuellement, il y a 800 comptes ouverts. Donc c'est pas un outil anodin. Vous pouvez ouvrir un compte et puis peu l'utiliser. Vous pouvez ouvrir un compte et puis l'utiliser façon bac à sable. Vous pouvez ouvrir un compte, regarder comment sont fichus les modèles et ensuite aller retourner vers vos chercheurs en disant mais voilà, tiens, il y a ça qui existe et ça serait pas mal de l'utiliser. Voilà. Mais prenez-le en main, utilisez-le. Vraiment, je ne peux que vous recommander de le faire parce que c'est un outil qui est extrêmement bien fichu. Et voilà, j'ai pas d'action hein, d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plus de 800 comptes. Je serais incapable de vous dire combien de DMP sont ouverts, tout simplement parce que quand un DMP est terminé, est achevé, c'est pas marqué, c'est fini, c'est achevé, on peut plus y accéder. Enfin, c'est fini, c'est achevé, le projet est en cours. Qu'est-ce qui différencie un DMP en cours d'un DMP achevé? Moi, je serais bien incapable de le dire puisque je ne suis pas dans le projet de recherche. Voilà, avec un workflow de compétences. Ici, je ne sais pas si ça se voit bien. On a voulu, bon, vous connaissez les descriptifs SWOT. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que je vois que l'heure avance terriblement. Les avantages et les inconvénients, les forces, opportunités, faiblesses, menaces, vous les avez ici, vous les retrouverez dans les diapositives qui seront mises à votre disposition. Pour le chercheur, pour les responsables de l'IST et l'appui à la recherche, pour les institutions, pour les utilisateurs. Là, je ne ferai pas de commentaires parce que ça serait effectivement beaucoup trop long. Alors, à quoi ça ressemble? Ben voilà, ça ressemble à ça, DMP Opidor, ça ressemble à ça. Donc, vous avez l'accès directement depuis le portail ou sur le
sur l'URL que je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous avez votre accès, vous allez vous connecter avec la Fédération de recherche. Vous allez faire une première connexion, pardon, ensuite vous allez être reconnu par la Fédération de recherche et ensuite vous allez pouvoir utiliser différents modèles. Bon, ça je vous passe... non, je ne vais pas vous passer parce qu'en fait, vous allez chercher les différents modèles et dans ces différents modèles, vous avez plein, je vous laisser regarder, hein, de toute façon, c'est pas ça qui est intéressant, je ne vais pas vous faire la démonstration, je ne vais pas vous prendre par la main pour vous dire, regardez c'est comme ça, c'est très simple, c'est très intuitif. Il y a simplement une colonne test, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un peu façon bac à sable, vous pouvez utiliser... vous dites, ben tiens, voilà, ça c'est pas pour de vrai, c'est juste pour jouer, un truc test. Et puis vous avez plusieurs, voilà, là, je travaillais là, j'ai fait un exemple un peu bâtard, titre du projet. Et puis vous sélectionnez un organisme de recherche et en fonction de ça, vous allez avoir différents modèles qui vous sont proposés. À quoi ça ressemble? Bon, ben ça, voilà, hein, vous allez avoir à répondre à un certain nombre de questions. C'est plutôt très bien fait. Là, vous avez cette vue d'ensemble. Et voilà, là, on est dans le DMP. Un DMP, c'est quoi en réalité? C'est un document qui est très court. Un document qui est très court. Un DMP, c'est pas 200 pages. Hein. Un DMP, ça peut être un recto verso. C'est tout. Et au fond, cet outil, c'est quoi? C'est un outil de traitement de texte un petit peu plus élaboré. Et quand je dis un petit peu plus élaboré, vous avez à droite des recommandations. Ici, j'avais pris le modèle de l'ERC. À droite, des recommandations, des questions auxquelles vous allez devoir répondre. Et puis, le texte est libre derrière. Hein. C'est un document qui est évolutif. C'est un document que vous allez pouvoir aussi partager. Là, vous allez expliquer comment vous allez rendre... vos données faciles à trouver, findable. Ensuite, vous allez expliquer comment elles sont accessibles et vous avez des recommandations. Très simple. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser, mais ça c'est pas recommandé, je ne vous le recommande pas, vous pouvez aussi utiliser un traitement de texte en disant ben voilà, voilà. Mais là vous avez un cadre. Là c'est beaucoup mieux parce que vous avez un cadre. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Un projet, c'est jamais une personne. Un projet, c'est un travail d'équipe. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez inviter des collaborateurs. Vous travaillez sur un projet où vous êtes une petite équipe répartie en France ou même à l'étranger, pourquoi pas. Et vous allez tout en bas à gauche, vous avez les permissions. 3 niveaux de permission, copropriétaire, éditeur ou lecture seule. Lecture seule, la personne a le droit de lire, et puis c'est tout, aucun droit d'accès. Éditeur, vous pouvez faire des commentaires. Copropriétaire, c'est beaucoup plus gênant, beaucoup plus impliquant, plus exactement. Copropriétaire, vous pouvez créer, supprimer, vous pouvez supprimer. Hein. Donc faites attention à ce que vous faites, c'est important. Les paramètres de téléchargement, donc là vous avez plusieurs possibilités d'exporter, mais nous gardons, chez nous sur nos serveurs, ces DMP, mais vous pouvez vous les exporter pour vous. Alors, on travaille aussi sur l'équipe qui travaille, enfin la partie de l'équipe qui travaille sur le projet, travaille aussi sur les Machine Actionable DMP, donc les DMP lus par des machines, c'est-à-dire que le DMP lui-même serait un objet qui pourrait être, s'il est suffisamment bien structuré, avec des bonnes métadonnées, utilisables par des machines. Et bon, ça c'est un petit peu en marge de ce que je viens de dire, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Mais en attendant, vous pouvez exporter pour l'archiver chez vous, quelque part, le dossier en XML, PDF, DocX. DocX, moi j'aime pas trop, mais parce que c'est pas très ouvert comme format. Et voilà, et ce qui permet de
les actualités. Là, c'est une page un peu sur les actualités. Donc là, vous avez le modèle du CIRAD, on vous informe que le modèle du CIRAD est disponible sur DMP Opidor, voilà. Voilà. Et puis là, vous avez la politique de gestion des données personnelles. Demain, donc je disais, Émilie Masson va vous parler de l'ARGPD. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit l'ARGPD, pourquoi pas le RGPD, parce qu'il s'agit du règlement général. Mais ça, c'est une question qu'on s'était posée hier. Bref, vous lui poserez la question. Nous sommes très au carré avec la gestion des données personnelles. On a 3 ans pour se mettre en conformité. Nous y sommes déjà. Et puis, si ça vous amuse, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que ce soit un petit peu... Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un petit peu fun aussi. Vous avez une toute petite vidéo qui est plutôt pas mal fichue et qui vous explique comment les choses fonctionnent. Des questions à propos de DMP Opidor, vous avez ici, alors soit via un formulaire depuis le portail Opidor, soit directement à cette adresse. Deuxième service, CAT Opidor. Alors, CAT Opidor, donc, comme je disais, c'est un catalogue des ressources françaises destinées à la valorisation des données de la recherche. Pourquoi catalogue des services français? Parce qu'il fallait trouver un périmètre, qu'on ne pouvait pas travailler sur un contexte européen, mais qu'il fallait trouver un périmètre assez... voilà, et on dit, voilà. D'autant plus qu'on a dit, périmètre français, c'est déjà pas mal, si on arrive à faire quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que dans l'espace européen de la recherche, d'autres États font aussi la même chose. Alors, il y a un projet en particulier qui est intéressant, c'est Mapping the Landscape, qui est un projet de recensement, justement, une espèce de méta-recensement des ressources disponibles sur les gestions et valorisations des données de la recherche. Donc là, on a une cartographie des services français pour la communauté scientifique dans le processus de production, gestion, valorisation. C'est collaboratif, donc ça, c'est votre outil. C'est pas le mien. C'est votre outil. Il sera celui que vous voulez bien en faire. C'est un wiki sémantique, mais c'est avant tout un wiki. Donc, contribuez, inscrivez-vous, contribuez. Vous connaissez des ressources. Voilà. Il y a une partie de l'équipe, des gens qui travaillent avec moi, qui aussi alimente ce catalogue CAT Opidor. Et puis, mais les contributions, elles viendront de vous. Vous connaissez des services, vous connaissez des outils, vous ouvrez un compte, c'est quand même plus facile pour échanger derrière, vous renseignez, et puis ensuite on vous guide, mais c'est vous qui renseignez. Ce catalogue, c'est votre catalogue. C'est à vous de vous emparer de ce truc. Pardon, de ce truc. C'est de ce catalogue. Alors, moi, j'avais compté le nombre de structures et de services fin septembre. 168 services référencés, 193 structures d'appartenance. C'est pas anodin. On est loin du compte, hein. On est loin de l'exhaustivité. C'est quelque chose qui est pareil, hein, en constante progression. D'abord parce qu'on ne connaît pas tous les services, ensuite parce que de nouveaux services se créent tout le temps. Tout le temps. C'est un outil qui est complètement lié à DMP Opidor. À un moment donné, dans DMP Opidor, on vous demandera où est-ce que vous voulez entreposer vos données. Eh ben, la réponse, elle est dans CAT Opidor. Ou pas. Et si elle l'est pas, si vous la trouvez qu'elle n'est pas dans CAT Opidor, vous pouvez la signaler dans CAT Opidor. Mais vous avez un certain nombre déjà pas mal de structures qui sont référencées. Alors, d'un point de vue historique, donc effectivement, c'est quelque chose qui a été à l'initiative et piloté par BSN 10. BSN 10, donc c'est le segment 10 de la bibliothèque scientifique numérique, et que ça a été réalisé en partenariat avec l'Université de Strasbourg, qui a mis à disposition une stagiaire pendant un an, qui a financé une stagiaire pendant un an, de façon à permettre Oui, je vois l'heure tourner aussi. Je vais avancer très vite, désormais. De façon à permettre l'ouverture de ce catalogue. C'est vraiment très intéressant. Je vais passer rapidement. Ouverture septembre 2007.
17, pardon. Je commence à bafouiller et vous pouvez avoir accès directement à Catopidor avec l'URL que vous avez là. Là, sur ce petit schéma, vous avez l'intérêt, l'avantage, pour qui, pourquoi, comment, hein, voilà. Et puis, c'est un outil collaboratif, ouvert à tous, alimenté, actualisé par vous. Vous êtes les utilisateurs. Qui connaissait, pareil, qui connaissait Catopidor déjà? Bien. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien. Non, mais allez-y, c'est vraiment un outil intéressant. Il est plutôt pas mal fichu et voilà. À quoi ça ressemble? Alors, très rapidement, hein, vous avez 5 entrées possibles. Entrée par type de service, formation, accompagnement, etc. Par discipline scientifique, donc dans quel domaine scientifique? Le découpage, c'est le découpage de l'ERC. Une entrée par le menu, une entrée par un moteur de recherche en haut à droite, et puis une entrée par la phase du cycle de vie concernée par la structure ou par le moment où c'est concerné. Et puis, une cartographie qui indique la couverture française. Bon, là, j'ai pris un exemple. Qu'est-ce qu'on a comme plateforme de calcul? Voilà, vous cherchez les plateformes de calcul. Voilà. Allez-y, utilisez-le. Vraiment, familiarisez-vous avec cet outil. C'est vraiment très bien fichu. Là, on a le pôle HPC de l'UNISTRA. Vous voyez comment c'est décrit? C'est décrit à la façon d'un wiki, hein, tout simplement. Et puis avec des hyperliens qui permettent de naviguer. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne un wiki. Et vous avez ici, évidemment, la référence à Doranum. Ça, c'est le petit clin d'œil, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà. Si vous avez des questions ou des interrogations à propos de Catopidor, n'hésitez pas à aller contacter l'équipe projet à propos de Catopidor. Troisième service du portail Opidor, c'est le service d'attribution de DOI. Je vais aller très vite. Alors, DataCite, DOI par DataCite. DataCite, c'est un consortium international qui a été créé à Londres en 2009, et le CNRS faisait partie des fondateurs de DataCite. Le CNRS, la direction du CNRS, a confié à l'INIST le fait d'attribuer des DOI pour la communauté scientifique française. On est toujours dans les principes FAIR, identification pérenne des produits de la recherche scientifique, ça facilite la découverte des jeux de données, on participe à la promotion de la science ouverte, on est toujours dans cette open science, on est dans les outils d'open science. Pardon. Et puis, bien entendu, c'était la première étape du schéma que je vous avais montré quelque part avant, du coup j'ai peur de me perdre. Ici, non, oui, là, oh bah zut. Bon, oui, là, voilà. Non, là. Je vais y arriver. Oh, je ne le retrouve pas. Celui-là. Avec un PID, solution B, vous avez vos données findable. Évidemment, les autres sont bien entendu, où est-ce que je suis? Les autres sont bien entendu forcément avec un PID. Comment ça fonctionne? Qui connaît déjà le système de DOI? Ah, ça me fait plaisir. C'est bon, vous pouvez sortir, les autres rester, s'il vous plaît. Non, voilà. On est dans une relation contractuelle. C'est une relation contractuelle qui n'est pas forcément coûteuse, hein, ça coûte 180 € hors taxe par an, ça va. On est dans une relation contractuelle. Pourquoi 180 €? Parce que nous, on a une cotisation à reverser au consortium DataCite, et que c'est une participation aux frais, et que dans le cadre aussi d'une relation contractuelle, c'est un engagement réciproque, d'où on s'engage, vous engagez. Bon, je sais que certains, dont je fais partie aussi, à titre tout à fait personnel, partisans que ce soit complètement gratuit et pris en charge par les institutions. Enfin bon, 180 €, ça reste quand même peu excessif, pour le moins.
Comment ça fonctionne? Une attribution est faite sur deux parties, un contrat déjà, et puis un préfixe qui est défini par l'agence d'attribution, nous en l'occurrence, l'INIST, et un suffixe qui a été attribué par le centre de données, l'organisme de recherche. Les deux sont regroupés et on met en face une URL, et en fait c'est une URL gérée. C'est-à-dire avec ce système de landing page, on a le préfixe, le suffixe, en face on a l'URL. Si vous changez, si vous, organisme de recherche, centre de données, vous changez l'URL de localisation des données, ça c'est votre engagement contractuel de le faire et de signaler sur cette page que vous avez changé, ce qui permet d'avoir normalement la totalité des données accessibles tout le temps. Quelques éléments chiffrés, 75 centres de données organismes de recherche actuellement, plus de 24 000 en 2017, alors je n'ai pas les chiffres 2018, l'année n'est pas terminée, et puis déjà 43 000 DOI attribués, avec pour DataCite 148 millions d'objets. Vous voyez cette courbe, en fait ce n'est pas une courbe, hein, vous voyez, on est en progression régulière, donc ce qui est aussi un signe de quelque chose. On est dans le signe de cette open science qui progresse tout le temps. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation de l'oratique? Oui. Je vais juste dire un mot de ça. C'est quelque chose qu'on va bientôt mettre sur le portail, sur le portail Opidor. Nous avons développé en parallèle et avec DataCite, nous avons développé un service d'attribution, de chargement, de vérification et de mise à jour des métadonnées, de chargement en nombre. À partir de, on l'a mis en production là en octobre 2018, ça ne pose jamais de problème pour les gros centres de données qui disposent de moyens informatiques, dans Fabrica par exemple, pour charger les données en nombre. Pour charger, quand je dis charger, c'est charger, vérifier, etc. Et pour les petits centres de données, petits, pareil, hein, n'est pas péjoratif dans ma bouche, pour les petits centres de données, c'est toujours compliqué. Et donc on a mis en place un système, vous avez l'URL ici, qui permet de mettre à jour aisément les DOI. Ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, comment ça fonctionne? Vous rentrez votre identifiant, vous choisissez votre identifiant, et puis vous choisissez le format, voilà, et vous choisissez de téléverser. C'est du TSV au départ, et ça, c'est intéressant parce que sans avoir de gros moyens informatiques pour charger, vérifier vos données, voilà. J'insiste dessus, mais ça, vous aurez l'URL, bien sûr. L'avenir pour nous, c'est les entrepôts. L'avenir pour nous, c'est ça, bien entendu, mais aussi l'étude sur les entrepôts. Donc on a, dans le cadre du renouvellement de nos activités, on a dit on va travailler sur les solutions d'entrepôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver une gradation entre le conseil pour les entrepôts et la mise à disposition d'entrepôts. Nous avons travaillé sur plusieurs hypothèses, donc on a un groupe de travail qui a analysé les possibilités techniques, des solutions, etc. Enfin, c'est pas si simple que ça. Pour le moment, nous sommes arrivés à assez finement, il y a encore du travail, hein, bien sûr, tout n'est pas terminé. Nous travaillons sur, on a une pas trop mauvaise connaissance de Dataverse, certains utilisent certainement Dataverse. Donc là, il est question d'entrepôt de données, hein, donc de mise à disposition, pas d'archivage, hein, on ne parle pas de la même chose. Hein. Et puis, on a travaillé sur deux autres possibilités, Ordar et Fedora, mais plus compliquées d'un point de vue informatique et moins utilisées par les communautés scientifiques. Donc on est plutôt sur Dataverse, mais on ne ferme pas la porte aux autres solutions. Pour à terme, voilà. Dernier point, et je finirai très rapidement là-dessus, Doranum. Doranum, donc ça c'est une initiative toujours de la BSN, BSN 10 et BSN consacré aux données, à l'espace formation 9 si ma mémoire est exacte.
Ça, c'est un partenariat entre l'URFIS de Nice et l'INIST. L'idée, c'est quoi? C'est un apprentissage sur les données de la recherche en pratiquement auto-formation. En auto-formation. C'est une offre de ressources de formation et d'auto-formation. Ça, c'est important. Si vous ne connaissez rien, si autour de vous, des gens ne connaissent rien aux données de la recherche, ça, c'est le point d'entrée. C'est vraiment le point d'entrée. Allez-y. L'idée est de mettre en place un dispositif de formation qui intègre différentes ressources avec différents niveaux. Pour répondre aux... Voilà, oui, il me reste 5 minutes. Alors, 9 thématiques. Oui, 9 thématiques abordées, enjeux, bénéfices, métadonnées, etc. Voilà. Et puis, voilà, là, voilà, pour aller à l'essentiel, vraiment, les différents thèmes, enjeux, bénéfices, juridiques, plan de gestion, vous avez 3 niveaux. Donc, le niveau en bref, c'est pour ceux qui démarrent. Le niveau, l'essentiel, c'est si vous avez déjà un certain nombre d'informations et vous voulez en savoir un peu plus. Et puis ensuite, c'est pour aller plus loin, le niveau avancé, moi j'ai mis plus, avec là des modules détaillés, des conférences, des cours en ligne, des règles, des vidéos, etc. Et puis bien entendu, glossaire, fac. Voilà, je vous montre très rapidement les enjeux, et vous avez des minutes, vous avez des petites vidéos, vous avez comment ça fonctionne, quel est le modèle, etc., description des données, l'intérêt des métadonnées, bien nommer ces fichiers, etc. Publier un data paper, tout à l'heure on parlait des data papers, voilà, l'intérêt, le contexte des data papers est expliqué, ce que ça contient, comment le rédiger, etc. Puis un moteur de recherche, un compte Twitter, une chaîne YouTube, quelques références très rapides, et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions nombreuses avant d'aller déjeuner. Merci beaucoup. Bravo. Déjà, je tenais à vous remercier tous les deux parce que la quantité d'informations est phénoménale, que le travail aussi est à venir, et en prospective, et réalisé par l'INIST est impressionnant. Voilà, ça je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je suis impressionné de la quantité de travail réalisé déjà pour aborder cette problématique. Encore merci, vraiment. Et effectivement, on aurait pu peut-être consacrer plus de temps, une journée à tout ça, mais bon, on avait aussi d'autres thèmes à aborder. Questions. Allez. Alors, autant, je pense qu'il va y avoir pas mal de questions, donc autant bref dans les questions que les réponses. On va essayer d'avancer. Donc il y a beaucoup de choses qui se font autour des données, mais les données sans les logiciels qui les utilisent, donc il y a peut-être un petit problème au niveau de ça. Est-ce qu'il y a la même chose au niveau des logiciels, c'est-à-dire pouvoir localiser les logiciels qui ont été utilisés pour l'exploitation de ces données avec les versions de l'époque. Voilà. Software Heritage, non? Alors, ce matin. Alors, on en a un petit peu parlé ce matin. Effectivement, il y a le projet Software Heritage. Voilà, d'une part. Et puis, mais tout dépend de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez d'hébergement ou est-ce que vous parlez d'archivage? Si vous parlez d'archivage, le CINES peut, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous, dans votre communauté de matheux, vous utilisez les services du CINES. Je ne sais pas du tout. Je vous laisse me répondre par rapport à ça. Mais le CINES est susceptible d'archiver des versions de logiciels. Je pense que, enfin voilà, c'est vraiment l'objet du projet Software Heritage. C'est ça, c'est de mettre à disposition non seulement les données, mais les outils qui les traitent. Et après, dans le DMP, on doit aussi décrire quels sont les logiciels, les outils, etc. Donc c'est documenté dans le DMP. Après, pour accéder au code source du machin qui a servi à faire le truc, voilà, c'est vraiment le démarrage de ce genre de projet. À mon sens, moi je connais que Software Heritage qui s'occupe de ça, et ça démarre, quoi. Et pas des moindres. Enfin, c'est pas. C'est un projet rudement intéressant, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Autre question qui me préoccupe depuis quelques années, sur les questions de sécurité dans le système d'information, on est au bout de plus de 10 ans
démarche très volontariste sur des politiques de sécurisation des deux systèmes d'information, ce qu'on appelle les PSSI. Pour être clair, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que sur le terrain, ça ne se traduit en gros par rien. Okay, je crois qu'il faut être réaliste par rapport à ça. Est-ce que sur les DMP, il n'y a pas le même risque? Je suis assez d'accord avec toi. C'est un petit peu, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a plein d'initiatives, plein d'appels, on veut faire plein de trucs, et il faut faire ça, il faut faire ça. Après, en pratique, comme depuis 50 ans, on dit à un chercheur dépose tes archives aux archives départementales. Non. Alors, je pense que c'est pas seulement des bonnes intentions, il ne faut pas que ça relève seulement de la bonne intention. Le fait qu'il y ait une exigence des agences de financement, c'est-à-dire on touche au porte-monnaie, ça peut jouer un peu quand même. Mais oui. Non, mais c'est sur le fait qu'il y ait une traduction opérationnelle de ce DMP sur la façon effective dont les gens vont gérer leurs données. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité là-dessus. Hein. Mais oui, ça aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question. D'accord. Bon, mais en plus, ce qui nous laisse encore 5 minutes, si vous voulez justement approfondir une question. Ah, on va se faire gronder. Juste une autre question sur DataSite. Oui. Quel processus de validation et de mise à jour de tout ce qui a été déclaré dans ce outil? C'est que les choses vivent et meurent. Et à un moment donné, c'est qu'il faut arriver à les donner Enfin, c'est pas le tout de les afficher, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que ça correspond à une réalité. Alors, oui, je pense que ça va être difficile de faire une réponse en 2 minutes. Ce qui nous lie avec un contrat DataSite, même si celui-ci est proposé, c'est une relation on est dans une relation contractuelle. La mise à jour, le DOI ne peut pas être détruit. Voilà, il y a un certain nombre de principes. Le DOI ne peut pas être détruit. Il est inaccessible si, de côté du fournisseur de données, la mise à jour n'a pas été faite. Maintenant, il y a plusieurs, il y a des versions qui peuvent être proposées, il y a un nouveau DOI qui peut être proposé, etc. Mais comme on est dans une relation contractuelle, c'est une relation qui oblige. C'est-à-dire que je vais me mettre dans la situation, vous êtes centre de données, si vos données, le DOI ne pouvant pas être détruit, si vos données ne sont plus accessibles, c'est parce que l'URL qui est derrière l'ensemble préfixe-suffixe, l'URL qui est derrière n'a pas été mise à jour. Et ça, c'est de la responsabilité du centre de données. Dans ce cadre de contractualisation. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors, bien sûr, il y a des questions de version, bien sûr, voilà, vous pouvez actualiser vos données, vous devez actualiser vos données, mais c'est de la responsabilité du centre de données de faire cette gestion-là. Je sais que c'est lourd de conséquences, hein. C'est lourd de conséquences. En tant que fournisseur de données, je décide d'entreposer mes données ailleurs, un autre entrepôt de données. Qui a la main sur l'URL du DOI? Qui peut la modifier, cette URL? C'est le fournisseur. C'est pour ça qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on a mis en place. Je vais y arriver. C'est pour ça qu'on a mis en place ça. C'est pour ça qu'on a mis en place ça. C'est-à-dire cette interface qui sera bientôt accessible depuis le portail, qui permettra de modifier, mettre à jour, c'est la partie que vous voyez à l'écran en bleu, de mettre à jour des métadonnées ou des URL. Donc tiens, j'ai modifié complètement la structure de localisation des jeux de données. Je vais les mettre à jour en disant, ben voilà, à partir de telle date, ça c'est mis à jour. Alors, ce qui était simple pour les gros centres, parce qu'ils ont des équipes informatiques qui permettent d'utiliser Fabrica,
ce qui était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait le faire à la main ou quasi à la main. Et là, nous, on a essayé de se situer entre les deux et de dire, voilà, nous, on propose une interface qui va permettre la mise à jour. Ah ben, Je ne sais pas si je réponds à votre question. oui, je pense, oui. Je pense, oui. D'autres questions, peut-être? Je pense que... Non, mais déjà, encore merci, encore un grand merci pour à cette vous. présentation. Merci à vous. Et pour le travail que vous avez réalisé pour ces présentations.